On vit quand même dans un siècle qui a connu des bons technologiques absolument hallucinants. Ne serait-ce qu'il y a 50 ans, Internet, c'était quelque chose de complètement inimaginable. Et pourtant, c'est là aujourd'hui. Et je pense que certaines personnes de l'ancien temps, elles diraient que c'est de la sorcellerie. En fait, on est tous capables d'aller provoquer des miracles, et je pense que ça sera aussi en travaillant avec le monde invisible qu'on trouvera les solutions viables et pérennes pour la suite. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, voici la suite de l'interview de Dorian. Nous approfondissons aujourd'hui le thème de la médiumnité. Soyez attentifs, Dorian nous donne au fil de l'épisode plein de mini-exercices pour apprendre à faire de la télépathie, à s'ancrer ou encore à développer nos capacités médiumniques. Bref, quelques astuces pour ajouter une pincée de magie dans sa vie. Nous parlerons également de coups de pied aux fesses célestes, de magie noire, de faire preuve de discernement car les médiums ne sont pas infaillibles, de nos parts d'ombre qui, une fois apprivoisées, pourraient se transformer en petits chiots super mimi. Et avec tout ça en toile de fond, la grande question à toujours se poser: quelle part de moi s'exprime dans telle situation? Mon ego? Mes peurs? Mon cœur? Je canalise, donc ça veut dire que je vais me brancher en fait sur les énergies des guides, je vais faire de la place, et en fait ils vont passer et parler directement à travers moi. Et c'est quelque chose que je découvre encore, ça m'a pris beaucoup de temps, déjà de réussir à faire confiance, de laisser la place à quelque chose d'autre pour venir parler, utiliser mon corps en fait. Ah, tu sens vraiment que c'est plus toi qui t'exprime, c'est autre chose? Ouais, en fait entre-temps j'ai compris que c'était un peu plus subtil parce que j'avais une peur bleue d'être possédée par quelque chose. En fait, j'ai compris que non, déjà je garde toujours mon libre arbitre et j'ai toujours le contrôle. En revanche, j'ai besoin de créer cet espace mental et d'être dans un lâcher-prise total et de me laisser en fait emmener par ces vagues d'énergie qui me sont envoyées pour que je les fasse, que je les transmette à la personne qui a besoin de les recevoir. Et des fois, ce que je reçois comme phrase, comme énergie, c'est pas tendre. Des fois, c'est avec des gros mots. Mais très souvent, alors des fois, je m'excuse après coup et j'explique à la personne. C'est costaud là quand même. Et la personne en face de moi, ce qui me rassure, jusqu'ici à chaque fois, c'était merci, c'était exactement la manière dont j'avais besoin de l'entendre. Donc des fois, ce sont vraiment, ce que je canalise, ce sont des coups de pied aux fesses, coups de pied aux fesses célestes. Est-ce que parfois tu coupes un peu justement ces ressentis, ces voix pour être tranquille? Alors au départ, en fait, on est un peu submergé d'informations, on sait pas trop qu'est-ce qui appartient à qui et où et comment. Donc c'est un processus un peu long pour déjà réussir à comprendre qu'est-ce qui relève vraiment de moi, de mon mental, etc. Qu'est-ce qui vient d'ailleurs. Des fois on va être dans une pièce avec une foule de personnes et puis on va être branché sur toutes ces personnes-là. Ah oui, donc donc ça fait du monde. Mais du coup, est-ce que là, il n'y a pas un risque de devenir presque fou? Ou je sais pas, du coup, j'ai une image, ou plutôt une image sonore. Ça fait un sacré brouhaha. Et c'est là que, justement, encore une fois, la pratique de la méditation est quelque chose d'absolument essentiel. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ancrage. Donc, parce que souvent, on a cette
tendance, en fait, quand on est un peu trop là-haut dans les vapes, dans ces autres sphères, on oublie qu'on a un corps physique et puis que on est là sur Terre, en fait, que on a besoin de manger, on a besoin de passer le balai, il faut revenir régulièrement parmi le commun des mortels. Bref, il faut revenir parmi les vivants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour avoir une pratique de la spiritualité saine, c'est de s'ancrer régulièrement. Alors on peut s'ancrer par des méditations d'ancrage, tout bêtement en allant au contact de la nature, et c'est particulièrement important quand on est confronté à des énergies un peu fortes. Donc s'il y a des personnes dans une salle qui sont en train de se bagarrer, il va y avoir une énergie très dense, très désagréable. Donc là, par exemple, de fermer les yeux, ou même en gardant les yeux ouverts, de visualiser qu'on a des petites racines qui s'enfoncent dans le sol sous nos pieds, ça peut nous aider à nous calmer et à revenir justement à soi et faire la distinction entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Après, concernant les messages qu'on reçoit, moi, ça a duré aussi, c'est à chacun de se créer ses repères, mais j'ai décidé que dans tous les cas, je ne souhaite capter des informations que si ça respecte ma santé physique et mentale. Donc quand c'est trop, je peux dire stop. Et là, tout d'un coup, vraiment tout coupe. J'ai mon libre arbitre, donc je peux dire stop. Par contre, il y a une différence des fois entre ce que mon ego et mon petit moi veut et ce que mon âme elle veut. Donc des fois on peut traverser des périodes où on a la sensation de passer à l'essoreuse de la machine à laver et où on est au bout de sa vie parce que c'était le bon moment, les énergies étaient propices et là l'âme elle a décidé de passer le gros coup de Karcher. Et là on peut faire ce qu'on veut, il y a plus qu'à attendre que ça se passe. Mais en règle générale, quand on a posé l'intention que ça respecte notre plus haut bien, c'est respecté. Ok. Et là, tu viens de parler de ton âme, et tu m'avais dit à un moment que tu communiquer avec l'âme des gens. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, c'est ce qu'on appelle la télépathie. Quand il y a des personnes qui sont particulièrement connectées à elles-mêmes et assez intuitives, en fait, on peut communiquer avec les âmes des personnes vivantes tout autant qu'avec les âmes des personnes mortes. Ok. On peut communiquer avec l'âme des arbres, on peut communiquer avec l'âme des cailloux, l'âme des animaux, tout. Et par contre, ce qui est très important et ce que certains oublient, c'est que on demande l'autorisation d'abord. Est-ce que la personne est d'accord pour qu'on entre en contact avec elle et qu'on communique avec elle? Donc ça, c'est toujours la première chose à faire quand on pose l'intention. Et ensuite, on ressent dans son corps si c'est ok ou si c'est pas ok. Et on peut des fois, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé avec des clientes en photo qui sont assez connectées aussi, de leur dire eh oh, ce serait temps que tu payes ma facture là. Parce que j'avais la flemme de téléphoner. Donc la personne n'est pas en face de toi. Non, je me mets en communication avec son âme et je dis tu penses à moi s'il te plaît. Et en fait très souvent, et j'en suis vraiment agréablement surprise parce que la vieille cartésienne que je suis continue de défier toutes ces choses-là. À ma grande surprise, la personne, peu de temps après, dans les jours à venir, me contacte et me dit ça y est, je me suis souvenue, mince, voilà, maintenant c'est réglé, je m'en occupe. Donc c'est assez fascinant et j'invite vraiment toutes celles et ceux qui ont envie de tester ça, parce que c'est vraiment marrant. Ok, mais donc comment on fait concrètement? En fait, tu poses l'intention de te connecter à la personne. Maintenant, j'aimerais dans ta tête, j'aimerais me connecter à telle personne. Voilà, c'est ça. Et après, tu demandes à la personne si c'est ok. Et puis et là donc t'observes ton corps, c'est ça? Voilà, c'est ça, si tu sens que c'est ok ou pas, et après tu passes ton message en pensée. Ok. Bon, on va tester. Alors dites-moi en commentaire si vous avez fait l'exercice et les résultats.
Je serais super curieuse de vous entendre. Pour ma part, j'ai pensé fort à une amie de qui je n'avais pas de nouvelles depuis plusieurs mois. Et j'ai imaginé qu'elle me recontactait, qu'on se parlait, etc. Et ça n'a pas marché tout de suite, mais je crois une dizaine de jours après, elle m'a écrit un message en me disant qu'il fallait qu'on s'appelle. T'as évoqué avant le fait que certains médiums, voyants, pouvaient peut-être laisser place à leur ego quand ils faisaient du coup leur guidance, etc. Comment toi tu fais, ou est-ce que tu penses que c'est possible de vraiment rendre le message sans aucun filtre, ou est-ce qu'il y a forcément le filtre de la personne? En fait, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Et ce qui est important, en fait, c'est aussi de la part du médium ou du voyant, etc. C'est cette part de responsabilité de dire, voilà, tout ce que je dis, tu prends ce qui t'aide et le reste, tu le laisses. Un médium qui sera bon, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va aussi aller aider la personne à cultiver son esprit critique et pas prendre tout ce qu'on lui dit pour argent comptant. Parce que personne n'est infaillible. Ça peut arriver à tout moment, à chaque personne, qu'il y a un petit truc qui dérape. Alors, du côté du médium, ce qui est important, c'est déjà de faire preuve de clairvoyance, de prendre du recul aussi, et si la personne sent justement qu'il y a quelque chose qui était un peu foireux au niveau des énergies, d'aller rectifier ça, de dire, je sais que moi des fois quand je canalise, il y a des moments où je dis ok, ça je suis pas certaine que ça vienne de la même source, est-ce que c'est mon mental qui est venu ajouter ça ou pas, j'en informe la personne. Pour qu'elle ait vraiment toutes les clés en main. Après, des fois, il y a des personnes, justement des médiums, etc., qui vont juste partager aussi leur propre vécu, leur propre sagesse, et ça peut quand même rester pertinent. Mais voilà, encore une fois, et ça c'est vraiment un message que je martèlerai jusqu'au bout, c'est de prendre ce qui est intéressant pour nous, mais toujours de faire la part des choses dans les messages qu'on reçoit. Et en fait, donc il y a des personnes, quand elles canalisent, qui arrivent à totalement laisser la place et être qui entrent dans une espèce de transe, en fait, hein. Et là, en général, le message, il est vraiment direct, et il n'y a plus aucun ego qui vient d'éteindre, mais une bonne partie des médiums qui, par exemple, entendent et puis après rendent le message, ce sont des personnes qui vont recevoir des énergies, les interpréter, et les transmettre avec leurs propres mots. Hein. Donc ça peut être positif, malgré tout, c'est pas forcément tout de suite condamnable. Hein. L'ego, il peut aussi avoir une place saine, mais ce qui est absolument essentiel de la part d'un médium, c'est d'avoir conscience de l'existence de cet ego et de pas justement avoir les chevilles qui enflent et de dire voilà, ce que je dis c'est la vérité absolue. C'est là que ça devient dangereux. C'est toujours d'aller titiller l'esprit critique des personnes qui viennent consulter. Du coup, c'est un travail que toi tu fais en fait pour, par exemple, vraiment percevoir quand c'est totalement canalisé peut-être, et quand il y a c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile à décrire, j'imagine, et du coup moi j'essaie de me le représenter comme je l'ai jamais vécu. Voilà, j'ai du mal aussi à mettre des mots dessus, mais donc c'est j'imagine que c'est un travail que tu fais. Oui, tout à fait, c'est un apprentissage. Il s'agit vraiment d'apprendre. Plus un médium va se connaître soi, et ça inclut aussi ses parts d'ombre qu'on n'a pas toujours envie de voir, plus il va être à même de transmettre un message fiable. Je vais prendre un exemple. Des fois, il y a des personnes qui, dans leur champ énergétique, ont une faille parce qu'elles portent une blessure ou parce que elles ont une propension à beaucoup se victimiser. Parce que à ce moment-là de leur vie,
pour leur ego, c'est la solution de facilité de se placer en tant que victime, par exemple. En disant, ben voilà, tout le monde autour de moi, il est méchant. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que cette personne, par ses blessures, par ces mécanismes-là, elle aille appeler chez l'autre l'énergie du bourreau, ou l'énergie de l'ombre. Et c'est quelque chose qui, dans certaines circonstances, n'est pas forcément évident à contrôler. Parce que des fois, le bourreau, le bourreau, entre guillemets, il va dire quelque chose qui paraît totalement anodin, et la personne en face va prendre la mouche, et elle va ça va venir confirmer toutes ces croyances dans lesquelles elle se situe. Et ce qui est important en tant que médium, c'est de prendre conscience que nous aussi on a ces parts d'ombre. J'aime bien les comparer en fait un peu à des chiens féroces, hein. Et un peu, en fait, des personnes qui ne se préoccupent pas de leurs ombres. Ce que j'entends par les ombres, hein, c'est des émotions désagréables, des blessures qu'on a refoulées, etc. Une personne, souvent ce sont des personnes toxiques qui ne maîtrisent pas du tout leurs ombres, parce que selon leur ego, elles sont absolument parfaites, et puis elles sont victimes, et puis le monde extérieur est méchant. En fait, ces personnes-là, c'est comme si autour d'elles, elles avaient plein de chiens méchants, mal dressés, qui mordaient n'importe qui dès qu'ils passaient, et puis qui pissent à la jambe, etc. Donc on n'a pas trop envie de les fréquenter. Ou des fois, il y a d'autres personnes qui sont en position de victime, qui vont fréquenter ces personnes toxiques et se dire « Ah il y a tous les chiens, ils viennent tout le temps m'attaquer, je suis une pauvre petite. » Et en fait, chaque être humain a ces espèces de chiens féroces, on va dire. Et la plupart du temps, on les ignore totalement, donc on les laisse courir dans la nature, parce que notre ego il ne veut pas les voir, parce que ça signifierait qu'on n'est pas des êtres parfaits. Et ça, l'ego, il aime pas du tout. Alors que quand on prend la peine d'apprivoiser ces parts d'ombre, qu'on apprend à les connaître, on voit ce qu'il y a derrière, que ça peut être un gros chien câlin, mais que justement on peut les apprivoiser, leur passer la laisse. Et un médium, pour moi, c'est essentiel que justement il ait passé la laisse à ces gros chiens, parce que ce peuvent être aussi vraiment de fins limiers qui vont sentir la faille chez l'autre, okay. Et qui vont pouvoir la lui indiquer. Et ça m'est arrivé récemment avec une pote. J'ai dit, écoute, c'est la première fois aussi que j'ai parlé ouvertement de ces chiens. Je dis, écoute, ça me fait très bizarre parce que c'est pas dans mon naturel, mais là, je sens que j'ai tout le temps envie de d'accaparer ton attention. Et là, elle m'a dit, mais j'ai plein de copines qui font ça. Et c'est là, en fait, qu'on a pris conscience toutes les deux, justement, que de son côté, il y avait probablement une faille énergétique qui venait provoquer ce comportement dans le monde autour d'elle. Okay. Et à même titre, des fois, un médium qui, encore une fois, n'est pas parfait, peut avoir un chien qu'il n'avait pas encore découvert et qui va choper le mollet de la personne qui va consulter. Donc c'est pour ça que c'est absolument essentiel toujours de rester dans son pouvoir et de bien avoir du discernement par rapport à ce qui nous est dit. Intéressant. Et est-ce que toi tu consultes aussi des médiums Alors, assez peu, parce que je sens que c'est pas... En fait, je vais beaucoup être en contact avec mes propres guides, et en règle générale, c'est suffisant. Quand il y a vraiment des choses un peu plus complexes, justement, je me rapproche encore de cette psychothérapeute médium qui, elle, vient m'épauler et me guider, me met à disposition des outils pour faire des soins énergétiques, pour régler les questions auxquelles je suis confrontée à ce moment-là. Mais la plupart du temps, non, parce que je n'en ressens pas le besoin. Aussi parce que je vois les dérives qu'il peut y avoir. Il m'est arrivé aussi de croiser tout simplement lors de rendez-vous d'entrepreneurs ou quoi, des personnes qui se disent médiums et qui ont complètement mis en vrac mes énergies. Parce que je leur ai laissé aussi du pouvoir à ce moment-là et que je leur ai donné de la crédibilité. Alors que ce n'était pas juste pour moi ni pour elles. Elle m'avait pas forcément demandé non plus si j'étais d'accord avec le fait qu'elle canalise des informations pour moi. Le consentement est important. Partout. Et ça, c'est ça en fait le libre arbitre. C'est est-ce que je consens à recevoir telle ou telle information ?
Ce qui peut aider aussi, justement, c'est, avant d'aller consulter qui que ce soit, de poser un cadre. Ok, je veux des informations sur ça, mais ça, je veux pas savoir. Donc ça peut déjà permettre de poser un cadre qui sera aussi énergétique et qui va faire que la personne qu'on va consulter sera aussi aiguillée d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'ai déjà assisté ou j'ai des copines qui m'ont raconté que des personnes tout d'un coup venaient vers elles et leur disaient quelque chose. Je me dis vraiment, est-ce que c'est juste? Parce que si ça n'a pas été demandé, d'un autre côté, je me demande, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la personne perçoit ces informations? Quel est l'intérêt? Parce que du coup, j'imagine que tu reçois un message, tu te dis, ok, je le délivre, mais en même temps, la personne n'a pas forcément envie de l'entendre si elle a rien demandé. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le degré d'urgence. Si c'est une question de vie ou de mort et de prévenir une personne que ça serait bien qu'elle fasse attention à tel ou tel aspect de sa vie si elle veut pas en finir plus tôt que prévu. Voilà, c'est cas de force majeure, entre guillemets. Après, il y a des situations où des fois on sent que c'est ok pour la personne en question, mais dans la plupart des cas, le mieux est en fait d'aller demander si la personne souhaite obtenir ces informations ou pas. Ah oui, ça peut être une option, oui. Après, il y a un énorme travail de déontologie à faire en tant que médium. C'est un métier qui n'est pas vraiment certifié, il y a aucun cadre, donc il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai choisi de me rapprocher de cette psychothérapeute, parce que il était absolument essentiel pour moi d'avoir une déontologie impeccable. Je ne veux en aucun cas que ce que je fais là aille causer quelques dégâts que ce soit. Au contraire, c'est là pour aider. Et des fois, une petite phrase, quelques mots peuvent vraiment changer le cours d'une vie d'une manière vraiment négative. Donc, c'est absolument essentiel de peser ces mots. Et surtout, ce qu'on croit, c'est que nos bonnes intentions sont suffisantes. Sauf que quand nos bonnes intentions, elles sont dirigées par notre ego, on risque de dire des choses qui sonnent bien à l'oreille, qui paraissent bienveillantes, mais qui peuvent totalement déconcerter une personne et la mettre en difficulté. Donc c'est absolument vital d'avoir un vrai recul, et je dis ça parce que en tant que médium, des fois on reçoit des informations qu'on n'est pas censé partager. D'accord, ok. Parce que ce n'est pas le moment. Parce que la personne n'est pas prête à l'entendre. Parce que ça peut encore changer. Et c'est absolument essentiel de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est pour le plus haut bien de la personne? Qu'est-ce qui doit être partagé? Et quelle information doit être mise de côté dans un premier temps? Souvent, ce sont des choses... une personne vient se plaindre ou demander comment ça va se passer avec sa relation avec telle personne, et cette relation amoureuse, elle est vouée à l'échec. Nous, on le sait, mais en même temps, on sait que la personne, elle a besoin de passer par cette étape dans sa vie, et qu'elle a des enseignements absolument vitaux à tirer de cette relation avec cette personne. Donc, ça serait de lui enlever son libre arbitre et d'aller manipuler, en fait, des choses, alors que, justement, des fois, c'est pareil, moi, il y a des amis qui se sont fâchés, des fois, avec moi, en me disant « Attention, tu fonces dans le mur avec cette décision-là. » Et elles étaient furax quand je fonçais quand même dans le mur. Mais ce qu'elles comprenaient pas, c'est que j'avais besoin de foncer dans ce mur pour comprendre l'enseignement. Qu'on aurait beau me l'expliquer, je l'intégrerais pas aussi bien que si je me prenais ce mur. Même si ça fait mal sur le moment. Donc, c'est pour ça, quand on agit à travers le prisme de son ego, que on veut épargner la souffrance à l'autre, surtout en tant que personne empathique, souvent on veut aller supprimer la souffrance chez l'autre parce que comme ça nous on souffre moins. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas bien.
parce qu'on empêche la personne de grandir, et en même temps, nous, on essaie de supprimer quelque chose qui nous dérange, alors que ça serait plus judicieux d'aller voir à l'intérieur pourquoi ça vient nous déranger. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire sur l'ego. Ok. Ce que je voulais te demander également, c'est maintenant si quelqu'un voulait un petit peu développer des dons médiumniques. Donc tu racontais au début que tu avais cet oracle de la psychothérapeute et que voilà, des choses avaient commencé un petit peu à apparaître. Et comment est-ce que tu as ensuite poursuivi, parce que j'imagine que c'est aussi là aussi un travail qui a fait que maintenant tu perçois bien plus. Qu'est-ce que tu as mis en place au quotidien Ouais, alors dans un premier temps déjà, toute personne qui s'intéresse à ça, tirer les cartes, c'est à la portée de tout le monde, médium ou pas médium. La seule chose à savoir, c'est que quand on tire les cartes, elles vont être le reflet de nos énergies du moment. Donc si on est dans le mental, si on est stressé, on va tirer des cartes qui vont aller appuyer là-dessus. À l'inverse, si on arrive justement qu'on se pose au calme, qu'on a médité, qu'on s'est ancré, qu'on se connecte à son cœur, c'est là qu'on est plus à même aussi d'obtenir des informations vraiment pertinentes pour une évolution positive dans notre vie. Là voilà, pour moi ça serait vraiment la porte d'entrée que je recommanderais à tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent à ça, vraiment les cartes d'oracle. Et dans le choix de l'oracle, ce qui est absolument essentiel, c'est pas de prendre le plus joli, c'est prendre celui qui nous appelle. Et en général, l'appel, il est assez fort. C'est presque compulsif, on est obligé de l'acheter, on n'arrive pas à résister. Donc si vous avez un appel comme ça peut être judicieux de le suivre. Et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, de bien faire attention aux énergies dans lesquelles on se trouve. Il peut y avoir besoin, par exemple en disant une petite prière, souvent dans les manuels d'utilisation des oracles, il y a une petite prière ou quelque chose pour purifier les cartes avant de les utiliser pour une première fois. Ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié de le faire, et je tirais les choses les plus affreuses. Ça se mettait en résonance vraiment avec mes peurs les plus profondes, et c'était vraiment pas agréable du tout. Donc voilà, à bon entendeur. Ok, et donc ça pourrait suffire, par exemple, de dire une prière, comme tu viens de le mentionner. Voilà, c'est ça, ou de poser ses mains dessus et d'imaginer qu'il y a un rayon de lumière qui les traverse et qui fait partir toute la crasse. Ok. C'est pareil, c'est encore une fois, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur, et c'est de la pensée magique quelque part, mais pas au sens négatif où on entend ce terme d'ordinaire. Ok, je trouve ça vraiment intéressant, cette idée de revenir un petit peu au jeu, et finalement, oui, cette pensée magique, peut-être que c'est aussi simple que ça, quoi. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses. Après, ce qui est important, c'est vraiment, encore une fois, de garder un cadre. Je vais peut-être parler un petit peu de ce qu'on appelle la magie noire. En fait, il y a plusieurs degrés de magie noire. Le premier degré de magie noire, c'est quelque chose déjà de tout bête que on fait presque tous, sans s'en rendre compte. En fait, c'est quand on va manipuler, par exemple, des personnes pour leur éviter la souffrance. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça, déjà, ça relève de la magie noire, entre guillemets. Ok. Parce que, en fait, on n'a pas conscience de ce qu'il y a derrière, que c'est notre ego ou notre ombre qui est à l'œuvre. Voilà, enfin, je souhaite un peu dédramatiser tout ça, mais disons que il faut garder à l'esprit que toute pensée négative qu'on dirige vers une personne, elle peut réellement avoir aussi un impact négatif dans sa vie. Alors la plupart des personnes, elles sont bien protégées, et puis il y a d'autres forces aussi qui viennent, mais nos pensées, elles ont vraiment un impact, qu'il soit positif ou négatif. Donc ce que j'inviterais vraiment toute personne qui commence à découvrir ça, c'est vraiment de poser un cadre et de se focaliser sur soi. Souhaiter qu'une autre personne tombe amoureuse de nous, c'est de la magie noire. Mais ça pourrait marcher, quelque chose comme ça ? Oui, mais c'est pour ça en fait, mais à quel prix ? Parce qu'il va y avoir des répercussions, ça va venir déranger les choses
dans le système, on va nous renvoyer en fait les conséquences plus tard d'une manière ou d'une autre. Okay. Donc c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et on ne joue pas avec ça. Mais c'est juste d'avoir conscience que dès qu'on va impacter le libre arbitre d'une autre personne, eh bien c'est de la magie noire. Même si on a les meilleures intentions du monde. J'ai vraiment vécu, je me suis pris un beau mur sur ce coup-là. L'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai une personne que j'ai aidée, et puis je me sentais indispensable. Et elle revenait tout le temps me chercher, me reposer des questions, et encore plus. Et jusqu'à un point où j'arrivais plus à m'en sortir, elle me sollicitait vraiment non-stop pour des broutilles. Et en même temps, j'arrivais pas à lâcher parce que j'avais peur d'être une mauvaise personne si je l'abandonnais. Sauf que, d'une part, eh bien, moi, j'étais en train de nourrir ma propre ombre. Et là aussi, ça demande du recul et beaucoup de non-jugement pour l'accepter, mais il y a des parties de nous, de notre ego, qui sont fières d'avoir du pouvoir sur les autres parce qu'elles en savent plus que les autres et que, du coup, elles sont indispensables. Ça les fait mousser. Ce qui était mon cas. Et d'un autre côté, eh bien, cette autre personne, je venais alimenter sa blessure d'abandon ou de dépendance en me rendant indispensable et en ne la laissant surtout pas seule, alors que même si c'est douloureux dans un premier temps, c'est peut-être justement cette coupure et cette solitude qui l'aurait permis de guérir durablement cette blessure. Donc, s'il y a des personnes qui vous sollicitent non-stop, qui vous demandent tout le temps de l'aide, et vous vous sentez vraiment prisonnière, allez vous demander qui c'est qui est à l'œuvre. Chez l'autre, mais aussi chez vous. Parce que rien que ça, déjà, ça peut relever de la magie noire, en fait. Et des fois, la meilleure chose à faire, c'est de laisser la personne confrontée à ses difficultés. Alors je dis pas de plus aider personne, mais c'est toujours aussi de vérifier avec soi, ok, quelles sont vraiment mes intentions. Est-ce que j'essaye juste de supprimer ma souffrance chez l'autre, la souffrance chez l'autre, parce que justement moi, je suis empathique et j'en peux plus parce que je ressens aussi sa souffrance? Ou est-ce que c'est réellement parce que là c'est dans son intérêt pour son plus haut bien et pour mon plus haut bien parce que en l'accompagnant un petit bout de chemin, je vais aussi moi grandir? Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça magnifique ce que Doriane nous avoue. Il faut un tel courage. Donc merci Doriane pour cette authenticité et cette vulnérabilité qui est très inspirante. Et ça me fait également penser à une amie qui avait des peurs par rapport à tout ce qui tournait autour de l'énergétique, parce qu'elle avait pu voir dans son entourage des personnes, je sais pas, qui étaient en contact avec ce qu'elles appelaient des anges et tout ça, et qui, par amour d'une certaine manière, essayaient d'influencer la personne à distance, de lui envoyer des choses à distance pour qu'ils prennent d'autres décisions qui seraient à leurs yeux peut-être plus adaptées à ces problématiques, etc. Et je me souviens qu'elle m'avait raconté ça en me disant, mais moi, ce domaine-là, c'est hors de question que j'aille voir un énergéticien ou je ne sais pas qui, parce que ça me fait peur, j'aime pas du tout ça, j'ai pas envie d'imaginer que des gens puissent, je sais pas, essayer de me manipuler à distance, même si c'est gentil. Et donc je trouve ça un très bon rappel, donc merci de le souligner. Oui, non, c'est vraiment important parce que, encore une fois, c'est l'œuvre de notre ego. Mais la souffrance fait partie de la vie. Et encore une fois, aussi horrible soient certains événements qu'on vit, ils sont absolument essentiels pour que notre âme, elle s'élève et qu'on aille de l'avant. Des fois, d'empêcher les personnes de vivre ça, ces enseignements, c'est extrêmement égoïste. Ok, merci. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose avant qu'on passe à un autre sujet sur tout ce domaine de la médiumnité, on va dire? Ce que j'inviterais les personnes à faire, c'est vraiment de pas avoir peur de leurs ombres, de leur part d'ombre. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire,
mais d'apprendre à les apprivoiser, à les regarder sans les juger. Parce qu'elles font partie de notre condition humaine. Elles permettent de mieux comprendre. Ce sont des enseignements qu'on tire. Chaque ombre peut être transformée en sagesse, en fait. Mais ça demande le courage d'admettre qu'on n'est pas des êtres parfaits et que justement, quelque part, on est parfait dans cette imperfection. Que c'est ce contraste qui fait que la vie, elle est aussi belle. Si tout se passait toujours de manière linéaire, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait ? Et en même temps, de vraiment, encore une fois, si vous souhaitez explorer tous ces aspects médiumniques, énergétiques, vous et seulement vous. Personne d'autre. Même les enfants, non, on respecte le libre arbitre. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est prier pour le plus haut bien des personnes de notre entourage. Point. Un peu d'harmonie, un peu de paix, un peu d'amour. Mais laissez cette marge de manœuvre. Bon, je vais prendre un exemple un peu excessif, mais théoriquement, souhaiter à une personne de réussir son permis de conduire, ça serait déjà enfreindre son libre arbitre. À part si la personne nous dit activement « Bon, croise les doigts pour moi ». Parce que peut-être que l'âme de la personne en question a besoin de foirer son premier examen pour tirer les enseignements pour le réussir la prochaine fois. Ok, ouais, c'est intéressant. Il y a une autre question qui me vient là tout de suite, qui reste quand même un peu dans le domaine mais qui s'en éloigne. Je pense à une autre personne qui m'a partagé qu'en méditant, elle avait senti son corps partir et que tout d'un coup elle s'était rendue compte de ça, que ça lui avait fait peur et que du coup elle était revenue mais qu'elle s'est sentie complètement désaxée. Donc voilà, elle a fait ce que j'appellerais moi une sortie du corps. Et donc qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne si jamais t'as quelque chose à lui, peut-être à lui, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, hein, mais à lui partager peut-être pour la rassurer, pour lui expliquer le phénomène peut-être. Alors en fait, ça peut être oui, une sorte de voyage astral, par exemple. Alors je n'ai pas expérimenté moi-même de sortie de corps aussi forte, mais je sais qu'il y a des personnes qui vivent ça et c'est très réel en fait, c'est vraiment tangible pour elles. Parce que c'est vrai que du coup elle a peur de méditer à nouveau. Alors déjà c'est ce qui serait vraiment important pour cette personne, ça serait avant de méditer, de bien s'ancrer, donc encore une fois d'aller dans la nature, de s'asseoir par terre, à même le sol vraiment, et d'avoir la peau au contact de l'herbe, de la terre. Et ensuite, ça serait de demander à ses guides de poser un cadre où elle se sent en sécurité et qui respecte en fait ses capacités actuelles et sa sensibilité et son bien-être. Parce que ce qui se passe, il y a certaines personnes à qui ça peut arriver, ce sont des réminiscences d'anciennes vies, où elles ont déjà fait ça, où elles savaient déjà comment ça fonctionnait. Et des fois, il y a une partie de l'âme qui est un peu trop enthousiaste et puis qui dit « ça y est, c'est reparti, allez, on y va maintenant ». Sauf que ça peut être terrorisant pour la personne enfin voilà, pour notre ego, notre mental. Et c'est vraiment de voir comment se faire accompagner déjà par ses guides en disant on y va progressivement, s'il vous plaît, et rien d'autre. Et en même temps de bien s'ancrer au sol. En fait, c'est vraiment c'est un peu comme mettre sa ceinture de sécurité avant de partir quelque part en voiture. Ok, merci, parce que oui, je pense que c'est... En tout cas, cette métaphore, je trouvais très parlante. Je l'avais jamais entendue et je la retiens aussi. Donc on s'approche de la fin. Alors, donc ce podcast s'appelle Le vent d'un nouveau monde. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette idée du nouveau monde ? Comment tu te l'imagines ? Alors moi, ce que j'imagine, c'est que à un moment donné, le monde de l'invisible et le monde du visible vont avancer main dans la main. Il y a beaucoup de ressources,
il y a beaucoup de miracles qui attendent pour se produire, et un miracle, c'est pas forcément si surréaliste que ça. En fait, les miracles, la plupart du temps, il y a quelque chose dans la dimension des idées qui vient à l'esprit de certains humains, qui va être concrétisé dans la matière. Les miracles, des fois, peuvent prendre du temps. Et je pense que c'est absolument essentiel d'aller cultiver le monde des idées, d'être créatif encore plus que jamais, parce que c'est à tout un chacun maintenant d'aller décider qu'est-ce que je veux pour la suite. De pas trop se focaliser sur ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, parce que en ce moment ça déménage. C'est de voir, ok, qu'est-ce que je veux pour l'avenir et qu'est-ce que je laisse derrière moi. S'il y en a qui le souhaitent d'ailleurs, vous pouvez faire une liste, et c'est important de dire je laisse derrière moi et pas je ne veux plus, parce que l'univers ne comprend pas la négation, donc il entend je veux plus. Donc voilà, je laisse derrière moi où je veux. Alors moi, la manière dont je conçois l'avenir, c'est un avenir où les humains, la spiritualité et l'ensemble du vivant et la technologie avancent ensemble. Souvent, la technologie est vraiment désignée comme le diable à fuir, alors que je pense que c'est justement par le biais de la technologie et grâce à de nouvelles idées qu'on va pouvoir créer un monde plus équilibré, plus solidaire, plus tourné vers des valeurs telles que l'amour, plus respectueux de la nature. Et quand je pense au changement climatique, par exemple, là, on essaye d'éteindre le feu, on crée des restrictions à droite à gauche, il y a des sanctions financières, etc. Et c'est important de sensibiliser les gens, mais ça ne suffira pas forcément pour nous empêcher de passer la barre des 1,5 degrés. Donc, il est vraiment essentiel que toutes les personnes se mobilisent pour chercher des idées, aussi débiles puissent-elles sonner des fois, parce qu'il y en a une qui finira peut-être par être pertinente et qui peut permettre d'aller endiguer ça et de recréer, et je pense que c'est même pas une seule idée, ça va être plein d'idées à toutes les échelles qui vont permettre de nous aider à faire en sorte que la planète se régénère. Et je pense que c'est vers ça qu'il va falloir qu'on aille, que on laisse du temps à la Terre et puis aux humains pour se régénérer et de voir que ça peut fonctionner comme ça aussi. Pour en revenir aux idées, pourquoi c'est si important ces idées, de les cultiver, même si elles nous paraissent complètement absurdes. On vit quand même dans un siècle qui a connu des bons technologiques absolument hallucinants. Ne serait-ce qu'il y a 50 ans, et il y a pas si longtemps que ça, Internet c'était quelque chose de complètement inimaginable. Et pourtant c'est là aujourd'hui. Et je pense que certaines personnes de l'ancien temps, elles diraient que c'est de la sorcellerie. Donc voilà, un petit clin d'œil. En fait, on est tous capables d'aller provoquer des miracles, et je pense que ça sera aussi en travaillant avec le monde invisible qu'on trouvera les solutions viables et pérennes pour la suite. Pour en revenir à toi, est-ce que tu veux nous partager peut-être tes projets ? Alors, mes projets. Donc, dans un premier temps, c'est de continuer de développer mon offre photo, qui est très axée sur l'introspection et le développement personnel. Je me suis spécialisée dans le marketing personnel. Donc ça vise à aider les entreprises à se montrer sous un jour vraiment authentique et aligné, parce que il y a une montée en conscience en fait, que les personnes soient éveillées spirituellement ou non. De plus en plus de choses qui passaient avant, notamment en marketing, toutes ces techniques de manipulation où on crée l'urgence, où on va vraiment appuyer sur les peurs des gens pour qu'ils achètent, ça va plus marcher. Et c'est une bonne chose. Et moi, je prône justement un marketing qui est authentique, qui est honnête, et qui passe par d'autres voies que celle-ci, et notamment le fait d'apprendre à se montrer sous son vrai jour. Parce que je pense que c'est quand on est authentique déjà que nous, on se sent bien dans nos pompes, et qu'en même temps, c'est quand on est bien dans ces pompes qu'on va attirer aussi les bonnes personnes à soi, et les personnes avec qui on prend du plaisir à travailler. Et le master plan, qui est encore
vraiment assez abstrait pour l'instant, mais ça serait de créer un lieu où justement des idées pourraient voir le jour. Mais peut-être que j'en dirai plus un peu plus tard. Ok. On te souhaite le meilleur pour ces projets. Et est-ce qu'il y a autre chose d'ailleurs qu'on peut te souhaiter? Non, c'est bon, j'ai mon libre arbitre. Ça marche. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu souhaiterais partager? Je dirais j'inviterais les personnes qui écoutent à aller un peu au-delà de ce qu'on voit dans notre monde matériel et tangible. De moins se focaliser sur ce qui va pas et d'aller se focaliser davantage sur ce qui va, même si c'est pas toujours facile, même si des fois ça vient nous rattraper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi dans l'univers, c'est que ce qu'on vient nourrir va s'amplifier dans notre vie. Et donc si on va tous, chacun à notre échelle, nourrir les énergies d'amour, d'optimisme, d'inventivité, ben je pense que notre monde à terme se portera mieux. Ouais, et je partage cette opinion. Donc pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu de musique. Est-ce qu'il y a une chanson ou une musique qui t'a particulièrement marqué dans ta vie, qui t'a aidé peut-être à un moment difficile, ou peut-être qui résonnerait avec ce que tu nous as partagé là aujourd'hui? Alors effectivement, oui, il y a une chanson, enfin un morceau de Chinese Man qui s'appelle Wolf, que j'aime particulièrement. Alors déjà rien que pour le mélange, l'orchestration, enfin il y a vraiment chaque note qui est placée pile au bon moment, et personnellement c'est un morceau qui me fait totalement décoller. Et il y a que quelques petites phrases à droite à gauche qui sont balancées comme ci comme ça, l'air de rien. Et une notamment qui dit, je crois, c'est toujours comme ça dans les contes pour enfants, c'est le loup qui est le méchant. Et en fait cette phrase, elle me renvoie au fait que, alors le loup, on l'affiche seulement en tant que prédateur, mais en fait il a aussi sa fonction dans tout un écosystème et il est important. C'est juste que nous, par notre jugement avec notre ego, on le voit comme quelque chose de méchant. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un reportage sur YouTube où, dans une région aux États-Unis, ils ont réintroduit le loup, et le paysage a complètement changé. Tout l'écosystème s'est rééquilibré, et c'était assez fascinant de voir comment un prédateur qui est perçu et jugé par nous en tant qu'humains comme méchant aide la nature au final à se régénérer. Et en même temps, ce loup, il me renvoie aussi un petit peu à ce loup solitaire, entre guillemets, que j'ai pu être aussi en tant qu'enfant, par ma sensibilité, par le fait d'avoir été étrangère dans un pays. Ben oui, je suis peut-être perçue d'une certaine manière par les autres, pas forcément comme la méchante, hein, mais de manière différente. Mais en même temps, c'est important que je sois là, et j'ai mon droit d'exister. Donc voilà, ça se joue à plusieurs dimensions, et cette chanson, oui, je la recommande vivement parce que elle fait vraiment planer. Trop beau. Et ça me fait penser que je sais que toi t'as un lien très profond avec la musique, et que il me semble que tu l'as régulièrement utilisé comme moyen de guérison. Est-ce que tu voudrais encore dire 2-3 mots là-dessus? Oui, alors je pense, bon ça j'invente rien, mais la musique déjà ça a un côté un peu libérateur. On peut aller exprimer des choses qu'on ne parviendrait peut-être pas à exprimer en temps normal. Par ailleurs aussi, la musique, et ça je pense que c'est l'aspect dont on se rend peut-être un peu moins compte, ce sont des vibrations, c'est de l'énergie. Et je sais pas si ça vous est arrivé, mais par exemple là, après la crise Covid, mais j'ai foncé à plusieurs concerts parce que il y a déjà le fait d'entendre ce son qui résonne partout, et en même temps d'être en communion avec plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers de personnes dans certains cas, qui elles aussi sont dans des énergies positives parce qu'elles apprécient ce qu'elles sont en train d'entendre.
Et pour moi, en fait, c'est ça la religion. Moi, ma religion, c'est la musique. J'adore, c'est trop beau. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Dorian. Avec plaisir, merci à toi. C'est toujours comme ça dans les contes pour enfants. À chaque fois, c'est le loup qui est le méchant. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Je retiens pour ma part que c'est à moi d'être le médium de ma propre vie. J'ai déjà consulté des médiums et je retenterai l'expérience, car cela m'a permis, par exemple, de faire la paix avec certaines parts de moi ou certaines situations. Mais comme Dorian nous le montre, ce sera toujours à nous de faire la plus grande partie du travail de médium, en faisant preuve de clairvoyance pour choisir un professionnel compétent et pour faire la part des choses ensuite, sans tout prendre comme argent comptant, en ressentant ce qui est juste pour nous ou non. Il semblerait donc à nouveau que le plus grand et sûrement le plus dur des apprentissages soit de s'écouter et de trouver les réponses en soi, en notre cœur. Donc bon apprentissage à tous. Et quant à Dorian, elle a plein de projets actuellement, donne par exemple des conférences, etc. Donc si vous en êtes curieux ou si vous souhaitez la contacter, vous trouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.